Donc, je vais donner, avant de commencer, je voudrais vous présenter Claudia Isabel Navas. Claudia Isabel Navas est née en Colombie en 1974, où son père est historien et sa mère sociologue. Elle quitte son pays et le domicile paternel à 19 ans avec une bourse pour poursuivre une formation artistique à The School of Art Institute de Chicago, où elle obtient de nombreuses distinctions. Elle se rend ensuite en France en 2002, où elle poursuit sa carrière et ses études à Paris en obtenant un diplôme d'histoire de l'art à l'École du Louvre et un diplôme de muséologie des sciences au Muséum national d'histoire naturelle. Elle poursuit actuellement ses recherches sur la culture hispano-américaine à l'Université de Cologne, où elle va bientôt soutenir sa thèse de doctorat sur l'histoire de l'Amérique latine à l'époque des Lumières. Elle vient de publier un ouvrage intitulé « Impressions de plantes » tiré de l'œuvre d'Alexandre de Humboldt et Aimé Bonpland. Pour cela, elle a obtenu le soutien de la Bibliothèque de l'Institut de France dans le cadre de l'exposition « Le voyage américain d'Alexandre de Humboldt, 1799-1804 ». Cet ouvrage publié a été préfacé par Xavier Darcos, chancelier de l'Institut de France. Cette œuvre exceptionnelle est l'occasion de mettre en lumière deux habitants, eux-mêmes exceptionnels de notre arrondissement, deux grands savants, Alexandre de Humboldt, bien connu de tous, et celui qui est un peu moins connu, c'est Aimé Bonpland. Mais pour donc mieux les connaître, nous avons le plaisir de l'accueillir aujourd'hui parmi nous. Voilà, je lui passe la parole. Voilà, vous voulez, s'il vous plaît. Alors, attendez. Allez, alors, on fait ça. Non, la seule chose que j'ai. Christian m'a dit que tu avais dit que c'était jeudi prochain la conférence de. Non. Bon, allez. Tu as même enregistré? Bon, bonjour à tous. Merci à Monsieur Delmas, président de la Société historique du 6e. Voilà, parce qu'on ne peut pas le montrer. Oui, d'accord. Bon, merci à tous d'être parmi nous, malgré le confinement actuel. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler effectivement de certains personnages qui ont habité le 6e arrondissement à Paris, à l'époque des Lumières, dont Alexandre de Humboldt. Cette conférence se tient donc à la suite des commémorations qui ont eu lieu à la fin de 2019 à l'occasion du bicentenaire de 150e anniversaire de la naissance d'Alexandre de Humboldt et le bicentenaire de sa mort. Donc, Alexandre de Humboldt est né en 1769 et il est décédé en 1859. Il est né à Tegel, au château de Tegel, donc d'une famille anoblie. Il a reçu toute son éducation tout près de Berlin, sous les auspices des plus grands précepteurs de la Prusse. Et il va être très vite tenté et appelé par les voyages, tous les recueils et les mémoires de voyage. Et malgré son affinité, son attirance pour ces voyages, il va suivre une carrière très traditionnelle, donc dans le secteur des mines. Et il va très vite et très rapidement devenir conseiller supérieur des mines de Freiberg. Au décès de sa mère, il démissionne et il rassemble divers instruments de mensuration pour un voyage qu'il souhaite faire et qu'il souhaite entreprendre vers l'Égypte. Voilà.
Pour introduire le parcours de Humboldt, j'aimerais présenter quelques-uns de ces figures qui l'ont tant marqué dans sa jeunesse. Son précepteur Wildenau et son ami Georg Foster. Wildenau, on va le voir, ils vont rester très proches et en correspondance tout au long de ce voyage américain. Et Forster, qui est vraiment un homme des Lumières, c'est lui qui va l'imprégner de ce goût pour les voyages, puisqu'il a fait le tour du monde avec le capitaine Cook. Et il va donner à Alexander ce goût et aussi le goût pour les idées révolutionnaires de la France. Il va venir avec lui à Paris et il va voir à ce moment-là, Alexander va voir le spectacle des Parisiens. C'est comme ça qu'il va se rappeler, et ce rassemblement national qui va vraiment le marquer parce qu'il va voir, et lui-même, il va apporter du sable pour la construction du temple de la liberté. Donc, on verra bien que cette notion de liberté va rester chère à Alexander de Humboldt toute sa vie. C'est d'ailleurs pour cela qu'il va choisir Paris comme son lieu de résidence. Donc, la liberté tant pour la recherche, mais aussi pour le goût de la vie parisienne, qui veut dire salon, donc vie mondaine, mais aussi des échanges riches et très, très féconds, que ce soit au Muséum national d'histoire naturelle ou que ce soit aussi à l'Institut national, donc, qui a été fondé par Napoléon, par le général Napoléon Bonaparte. On va voir aussi dans sa jeunesse cette école de Weimar qui va vraiment le marquer, donc dans son goût romantique et dans l'imaginaire. Évidemment, il y a Goethe, avec qui il va avoir une relation très féconde et très riche sur ces questions de la nature, même si par la suite Humboldt va se dissocier de ce romantisme allemand parce que ses recherches vont vraiment porter sur la science, sur les aspects scientifiques des phénomènes naturels. Et Alexander va toujours dire que son vrai amour, son seul amour est la science. Nous avons aussi Jean-Jacques Rousseau, évidemment, comme grande figure liée à la botanique aussi, mais à cette transformation de la société qui va toujours imprégner l'œuvre d'Alexander. On va le voir quand il va partir en Amérique, la vision qu'il va avoir des communautés amérindiennes. Et nous arrivons donc à ce Paris, quand il revient de retour à Paris pour préparer son voyage, ce voyage pour lequel Humboldt a acheté et s'est fourni des instruments les plus avant-gardistes de mensuration et de son temps. Donc, il va partir de ce Paris. Cette gravure, je m'arrête ici quelques instants parce qu'il est intéressant de noter donc, que le Pont des Arts est en construction à ce moment-là, et la maison d'Alexander va se trouver en face du Louvre, de l'autre côté du pont, et il y aura sa maison à côté de l'Institut national, l'Institut de France. Aujourd'hui, on peut voir la plaque qui a été faite en son honneur. Les arts restent très importants pour Alexander de Humboldt, et les arts parce que tout d'abord, on a vu ce magnifique portrait. Il est ami du baron Gérard, de François Gérard, qui va être le peintre de l'Empire. Donc, au retour du voyage américain en 1804, nous sommes au début où on va voir le sacre de Napoléon. Eh bien, Gérard va être l'artiste
un des artistes principaux, élève de David et professeur de Delacroix, aussi habitant du 6e arrondissement. Gérard va tenir un salon auquel Alexander va souvent venir s'entretenir avec le tout Paris, dont des personnages comme Madame de Staël, Madame Récamier, etc. On va voir, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais je vous présente l'œuvre qu'on a éditée à cette occasion en 2019 et qui présente les impressions de plantes et donc qui a été aussi réalisée grâce au soutien de l'Académie de Beaux-Arts et l'Académie des Sciences. Donc là, nous avons encore ce pont, donc ce magnifique pont entre les arts et les sciences. Et l'académicien, donc Monsieur Guy de Rougemont, est aussi, qui a soutenu le projet depuis longues années, est aussi celui qui tient aujourd'hui le fauteuil du baron Gérard. Donc, voilà le petit... voilà le petit donc, pont, je reviens à l'image du pont. Cette gravure est conservée à l'Institut, à la bibliothèque de l'Institut de France. Maintenant, on va rentrer dans le cœur de mon sujet aujourd'hui, qui est donc ce voyage américain réalisé par Humboldt. J'ai intitulé la présentation « Le hasard toujours présent lors du voyage américain d'Alexander Humboldt » et évidemment son compagnon Aimé Bonpland, parce que ce voyage fut parsemé de hasards. Au début, Alexander Humboldt et son ami Aimé Bonpland, qui est un médecin et botaniste, il était médecin à la marine, il voulait vraiment rejoindre l'expédition du général Bonaparte en Égypte. On est d'accord, en 1799. Cela n'a pas eu lieu, ils n'ont pas été choisis. D'ailleurs, on verra que la relation avec le futur empereur va toujours être un peu froide, comme celle de Gérard et l'empereur aussi. Donc, ils sont pas allés. Ensuite, ils voulaient se joindre à l'expédition du capitaine Baudin autour du monde, et ça ne s'est pas fait non plus. Mais nous l'avons vu, Alexander Humboldt vient d'une famille anoblie de la Prusse. Son frère Guillaume est un homme politique, un excellent, éminent linguiste aussi. Il est aussi membre, il va aussi devenir membre de l'Institut de France. Et à ce moment-là, il est conseiller du roi de Prusse à Madrid. Et donc, à ce moment-là, il va faire la gestion du passeport pour Humboldt et son compagnon de voyage Bonpland. C'est ainsi que la destination va être l'Amérique. Au début, ils veulent aller à Cuba. Et pour aller au Cuba, comme le courant qui amenait vers les îles des Caraïbes passait obligatoirement par l'archipel des Canaries, ils vont faire une halte à Tenerife. À Tenerife, déjà, Alexander Humboldt commence à poser ses fondements, en fait, tout ce qui va être le fondamental de sa recherche, c'est-à-dire qu'il y a un volcan. Rappelons-le, il est vulcanologue. Donc, il y a un volcan, c'est le Teide. Il y a une vallée richissime, c'est le Rotava. Il va grimper en 8 jours, il va étudier tout cet écosystème et il va commencer à pousser plus loin la théorie qui va développer auprès de l'Institut une fois qu'il sera membre, qui va s'appeler la théorie de la phytogéographie, la géographie des plantes. Et donc, dans ce lieu capital pour ce qui va ensuite mener dans toute la cordillère des Andes comme recherche, il va s'intéresser aux plantes, aux cratères du volcan et à tout ce qui peut se produire dans cet écosystème qui, en fin de compte, est un micro-écosystème. Et la deuxième chose qui est très intéressante ici à Tenerife, c'est qu'il va s'intéresser pour les voyages de Christophe Colomb. Non seulement Christophe Colomb, mais aussi tout ce qui est autour de la navigation.
Donc, il va écrire un ouvrage plus tard, mais qui va commencer, c'est à Tenerife où, disons que tous ces graines de sa recherche de vie vont être posées. Il va donc plus tard dans sa vie écrire un livre qui s'appelle « L'examen critique de l'histoire de la géographie du nouveau continent et des progrès de l'astronomie nautique au XVe et XVIe siècle à l'île du Hierro, du fer ». C'est là où la boussole l'aiguille va, comme elle est aimantée, elle va tourner. Et c'est là où le capitaine de la Pinta et la Maria va voir que il y a la gravité des hémisphères. Et donc, c'est de la causa qu'il va analyser, qu'il va étudier. C'était le capitaine de Christophe Colomb. Et à partir de là, il va s'intéresser surtout tous les phénomènes, donc l'astronomie, la météorologie, les aspects sismiques, etc. La théorie de la géographie des plantes, je vais poser ici les grandes lignes, comme ça on ira après plus rapidement, mais déjà je poserai les éléments. C'est simplement introduire la notion de la tridimensionnalité qui prend en compte le lieu, l'altitude et le climat. Donc il y a 3 facteurs qui vont déterminer. Et donc c'est bien la Tenerife, après avoir arpenté le volcan Teide et visité le cratère du volcan, qu'il jette les premières lignes basées sur le paysage transformé et la phytogéographie. Plus tard, en 1816, c'est son ami Léopold de Book qui fera l'examen au cours du 19e siècle avec Smith. Nous arrivons donc, après cet arrêt aux Canaries, vers l'Amérique. Donc, on avait dit qu'ils étaient partis dans le Pizarro vers Cuba. Il y a une tempête et ils ne peuvent pas amarrer à Cuba. Et ils sont détournés vers le Venezuela. C'était la capitainerie à ce moment-là. Au Venezuela, ils arrivent le 5 avril 1800 et il va, comme il a tellement lu avec Forster qui lui donnait tous ses livres, il avait tous les recueils de Sir Walter Raleigh et Cook, etc. Et Sir Walter Raleigh, il avait nommé un fleuve, un canal qui n'avait ni début ni fin, qui s'appelait le Cassiquiare. Humboldt, comme il est curieux et aventurier, il décide d'aller à la recherche de ce canal. Et il le trouve. Et de sa main, on voit ici un magnifique tracé de sa main qui est conservé au fond de la géographie, de la Société de géographie de laquelle il était président, aussi basée ici dans le 6e arrondissement, dont les fonds se trouvent aujourd'hui à la BNF, et à la Bibliothèque nationale de France. Et c'est l'écriture de Humboldt. Et il va noter tout ce qu'il voit, toute la topographie, les affluents, les petits, le Rio Orinoco. Et voilà la carte qui a prouvé que les recueils de Raleigh étaient bien. Raleigh, c'était lui qui avait raconté cette rencontre avec les Amazones, etc., ces tribus de femmes. Et Humboldt, il est imprégné de tout cet imaginaire. Et dans les détails de sa carte, il va nommer toutes les communautés qu'il va rencontrer. Donc, il va par exemple écrire, donc c'est là où c'est vraiment un journal, ces cartes deviennent aussi un journal, parce qu'il va écrire ici la rivière traversant une forêt épaisse que je toise de large. Donc, il va à chaque fois s'arrêter, il va écrire s'il y a des lacs, s'il y a voilà, dans l'hydrographie, tout ce qui se passe, toutes les communautés qu'il va voir. Donc, par exemple, à San José de Maipure, il écrit la latitude parce qu'il a ses instruments, il va tout mesurer. Los raudales, les raudales, il va écrire exactement tout ce qu'il voit. Donc, c'est un scientifique, mais avec un esprit de diffusion. Donc, on pourrait dire aujourd'hui une vulgarisation de la science. Donc, on voit ici, c'est une photo d'un navigateur, Georges Copipera, qui m'a gentiment prêté. Lui, il a fait le travail après une remontée des fleuves d'après Humboldt. Et ici, c'est le point zéro, donc latitude zéro, où le Cassiquiare se divise du Rio Negro. Donc, on voit un petit peu la différence de la couleur. Voilà. Donc ça, c'était un grand moment de joie
pour Alexander de voir ce Casiquiare. Il va écrire à Tatama, qui est l'endroit où une ouverture s'est faite naturellement et où 25% des eaux se versent vers le sud. Donc ça, c'est aussi un phénomène qu'il va noter. Et il va noter toutes ces impressions des phénomènes qu'il recueille. Il va voir tous les habitants du bassin et il écrit, donc, comme je l'ai montré, les annotations. Il fut donc relevé grâce à des mesures astronomiques faites le 11 mai 1800 avec l'aide de l'étoile du Sud et l'étoile du Centaure. Voilà, unicommande, je reviens sur l'image. Il est long de 370 km, le canal naturel de Casiquiare. Donc, le vice-royaume de la Nouvelle-Grenade, aujourd'hui, on pourrait dire la Colombie, l'Équateur, Panama, c'était l'objet de notre expédition en 2017 avec laquelle je vais terminer notre conférence, mais je situe aujourd'hui voilà, la Nouvelle-Grenade, je la situe dès maintenant, pardon, et pourquoi ils reviennent dans cette contrée, c'est qu'ils veulent à tout prix retrouver l'expédition du capitaine Baudin qui est censée arriver à Lima. Et donc, ils se disent, bon, on va traverser et on va surtout profiter pour aller rencontrer ce médecin naturaliste aussi qui s'appelle Mutis, José Celestino Mutis, qui habite donc à Bogota, qui est ami de Linné et qui était une éminence et qu'il avait une expédition botanique à ce moment-là aussi en Colombie, avec plus de 50 artistes qui vont faire des magnifiques gravures et peintures qui va beaucoup inspirer Humboldt pour ses publications posthumes plus tard qu'il va faire après ce voyage. Des publications que nous verrons magnifiques et qu'il va tout financer de sa fortune personnelle, avec sa fortune personnelle. Donc, il était Mutis, c'était le médecin personnel de Don Pedro Mesía de la Cerda, qui était le vice-roi de Santa Fe. Il enseignait la botanique, la médecine, la minéralogie et l'astronomie. Il avait fondé son laboratoire scientifique avec un atelier de peinture pour reproduire fidèlement les plantes étudiées. Il était donc directeur de toutes ces personnes, dont Salvador Rizo était l'artiste le plus connu. Bonpland et Humboldt sont complètement émerveillés. Ils sont reçus à Bogota avec un faste sans précédent. D'ailleurs, ils partent avec le passeport signé du roi Carlos IV. Donc, ils sont vraiment très, très bien accueillis de partout. Et ils vont vivre cette aventure de la Nouvelle-Grenade très, très intensément. Ils vont traverser des contrées qu'on verra tout à l'heure quand je reviendrai en détail sur la Colombie. Mais on va continuer vite fait vers l'Équateur, à Quito, et où ils vont arpenter le volcan Pichincha, le Cotopaxi ainsi que d'autres. Mais le Cotopaxi est vraisemblablement le plus mémorable puisque c'est le plus grand, le plus haut. Il fait plus de 6000 mètres d'altitude. Et ça va vraiment fasciner Humboldt. Encore, il a traversé de la cordillère plein de volcans, plein de sommets enneigés. On le voit toujours entouré par des informateurs locaux. On voit toujours Bonpland qui fait l'accueil, qui va étudier les plantes. C'est lui le botaniste attitré de cette mission. Et voilà un fabuleux souvenir de cette montée de Chimborazo où il va noter exactement ce qui s'est passé encore une fois sur la carte. Donc il va dire il y a des crevasses qui empêchaient les voyageurs d'atteindre la cime. Donc ils se sont arrêtés un petit peu avant à 5016 toises, écrit-il. Et il est à ce moment-là avec Montúfar et Carlos Montúfar et Aimé Bonpland. Donc, sans attel, sans rien, ils montent, c'est les altitudes les plus élevées à ce moment-là. Ils ont été le plus haut possible. Voilà. Et là, je m'arrête au Pérou. Ils sont à Lingachungana où il va vraiment étudier les ruines, les vestiges de ces civilisations
qu'il va étudier avec grande attention et qui va par la suite comparer même avec l'Égypte ou d'autres constructions monumentales. Donc, il va avoir un certain regard d'archéologue et d'anthropologue aussi. On dit que c'est vraiment le premier ethnologue de l'Amérique, des peuples américains, par cette attention qu'il porte. Et il va écrire: ce siège rustique ornerait les jardins d'Ermenonville et de Richemont, donc référence à Rousseau, et le prince qui avait choisi ce site n'était pas insensible aux beautés de la nature. Il appartenait à un peuple que nous n'avons pas le droit de nommer barbare. Donc, toujours cette idée procéenne. Il quitte donc Lima pour se rendre en Nouvelle-Espagne en bateau. Depuis leur navire, ils vont observer l'éruption du Cotopaxi et Humboldt mesure la température de l'océan, découvrant une différence sensible de température entre l'air et l'eau. Et c'est le fameux courant de Humboldt venant du pôle sud. Donc Humboldt, c'est quelqu'un qui ne manque pas beaucoup de temps pour arriver à des conclusions qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Comme on a vu à Tenerife, c'était 8 jours, au Venezuela, c'était très court, la Colombie, c'était 2 mois, voilà. Et ici, donc, nous sommes avec l'étude des codex. Donc, encore une fois, c'est le premier à essayer et avoir réussi à interpréter on ne peut pas dire hiéroglyphes, mais les pictogrammes et trouver un sens savant à ces écrits et à tenir compte d'une façon vraiment anthropologique. Et c'est pour ça qu'on lui dit, selon Charles Minguet, qu'il a dit qu'il était aussi le premier américaniste. Depuis Acapulco commence un très riche séjour dont l'aboutissement est l'essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne, qui est encore aujourd'hui une référence sur l'économie coloniale. Ils vont aller à Cuba, et à Cuba, un peu plus haut sur les Caraïbes, il va également faire un essai politique sur l'île de Cuba, qui est une vraie dénonciation de l'économie liée à la production du sucre et l'esclavage transatlantique. Donc, il est toujours dans cet esprit des Lumières, très, très fortement marqué par les idéaux de la Révolution française. Ensuite, à Philadelphie, Humboldt rencontre le président Jefferson, où ils ont des échanges très riches, et il rentre en France. Voilà pour le voyage. C'est amis qui fondent donc le premier, la chaire d'anthropologie américaniste. C'est lui qui va retranscrire le journal de Humboldt, notamment pendant cette quarantaine qui a eu lieu à Bordeaux en arrivant, où Humboldt va beaucoup raconter son histoire aussi, de comment il est parti, etc. Donc, je vous invite à consulter Théodore Amiche parce qu'il a fourni beaucoup d'informations. La mission des orchidées de Colombie, donc en 2017, nous a menés dans ce beau pays dans lequel j'ai eu la chance de naître. Et nous avons suivi une certaine partie qui est bien indiquée sur la carte de leur voyage, notamment dans la Cordillère. Nous, on n'a fait que 1500 km. Il faut savoir que Humboldt et Bonpland ont sillonné 15 000 km tout pour tout. Et on a cherché les 17 orchidées qui lui appartenaient aux nouvelles espèces qu'ils ont ramenées, sachant qu'on a vu plus ou moins 70 orchidées, différentes variétés, etc. Voilà, donc pour la Colombie, ils arrivent à Turbaco, tout près du canal de Panama. Et aussi, c'est un peu un hasard parce qu'ils ont eu un accident, donc ils doivent, après Darién, qui est plutôt vers le Panama, El Golfo del Darién, il est là. Donc, ils vont aller rencontrer à Carthagène le secrétaire de Mutis qui s'appelle Pombo, et ils vont trouver ces volcans.
Donc là aussi, on a les fameux informateurs et il va dire que les Indiens de Turbaco qui nous ont accompagnés dans nos herborisations nous parlaient souvent d'un terrain marécageux situé au milieu d'une forêt de palmiers et appelé par les créoles les petits volcans, los volcancitos. Ils racontaient, dit-il, que d'après une tradition conservée parmi eux, ce terrain avait jadis été enflammé, mais qu'un bon religieux, curé du village, et connu par sa grande piété, était parvenu par de fréquentes aspersions d'eau bénite à éteindre le feu souterrain. Ils ajoutaient que depuis ce temps, le volcan de feu était devenu un volcan d'eau, le volcan d'eau, de agua. Voilà. Donc, toutes ces légendes, tous ces mythes, il va les intégrer dans sa recherche qui est plutôt est très, très scientifique. Nous le voyons avec un spécimen, nous vous voyons avec Bonpland, Aimé Bonpland, donc ce grand botaniste et médecin qui a accompagné Humboldt et qui, en rentrant en France, a été au service de l'impératrice Joséphine à la Malmaison et au domaine de Navarre. Donc, il a tenu le jardin d'acclimatation privé le plus important pendant cette période-là, qui était celui de l'impératrice. Et il a terminé, Bonpland, il a terminé ses jours à Rio de la Plata parce qu'à la Restauration, il a choisi de quitter la France étant donné qu'il était vraiment lié avec les mouvements d'indépendance de l'Amérique latine. Mais bon, ça, ce serait une autre conférence. Mais voilà pour Bonpland, qui était son éminent voyageur et qui a, lui, quant à lui, tenu tous les herbiers, tous les cahiers et toutes les notes. Ici, donc, on a cette magnifique gravure aussi qui est conservée à l'Institut de France, où on voit bien cette théorie, la théorie de la géographie des plantes selon le niveau et la latitude, où on voit des comparaisons, des similitudes entre les différentes variétés et espèces. Voilà quelques chemins qu'on a pu emprunter et on imagine que c'est ceux de Humboldt et Bonpland. On les voit ici donc à la façon avec les cargueros. Humboldt a noté qu'il a vraiment refusé de se faire porter par un autre homme et qu'il a marché, d'où ses crevasses, non seulement par les altitudes, mais parce qu'il a vraiment sillonné tous ces chemins difficiles à cheval ou en mule, avec leurs mules qui portaient les coffres de plantes. Donc, la grande préoccupation de Humboldt, c'était de préserver ces herbiers de ces températures impressionnantes, de cette humidité, et de pouvoir ainsi, il espérait à son retour, pouvoir travailler sur la géographie des plantes, sur sa théorie. Donc, pour conserver, c'est là le cœur de ma présentation. Donc, il dit, dans sa lettre à Wildenau du 21 février 1801, il dit « Dans un moment où la mer pullule de pirates, où l'on respecte aussi peu les passeports que les navires neutres, rien ne me préoccupe dans mon voyage autour du monde aussi obstinément que de sauver mes manuscrits et mes herbiers. Il est très incertain, presque invraisemblable, que nous revenions tous deux, Bonpland et moi, sains et saufs par les Philippines et le cap de Bonne-Espérance. Vu cet état des choses, comme il serait triste de savoir les fruits de notre travail perdu. Pour éviter ce malheur, nous avons copié nos manuscrits des plantes. Nous gardons un manuscrit vers nous, nous diminuons le danger par le dispersement des collections. Si je devais mourir, Delambre éditera mes manuscrits astronomiques. Et toi, mon cher, donc c'est à Wildenau qui s'adresse, mes études botaniques et mon nom et au nom de Bonpland. Mon frère enverra à chacun les manuscrits. Donc la crainte de Humboldt à ce moment-là, c'est de faire des copies de leurs herbiers. Et pour ça, il va utiliser les impressions des plantes qu'ils ont collectées.
Avec leurs impressions, Humboldt et Bonpland ont saisi la vivacité des spécimens telle qu'elle avait été décrite par Goethe. Goethe, dans son ouvrage de 1829, va dire « C'est ainsi que le végétal, en se débarrassant par les canaux différents des fluides brus et grossiers, en se transmettant de nœud en nœud une lymphe toujours plus élaborée, arrive par le moyen de cette progression au degré de perfection que la nature lui a prescrit. Alors s'offre à nos regards un phénomène nouveau. Il nous apprend que la période de végétation que nous venons de parcourir est terminée, ce que nous sommes arrivés à une période nouvelle, et que nous sommes arrivés à une période nouvelle, celle de la floraison. Donc, toutes ces recherches sur la métamorphose des plantes, sur la façon dont elles se reproduisent, dont elles fleurissent, est au cœur de leurs recherches. Et dans ce portrait, on pourrait dire, des plantes qu'ils font à vif, on peut aussi parler de la beauté de la plante qui est féconde et qu'il dit, puisque même le botaniste qui reconnaît dans qui reconnaît la fleur, qui reconnaît dans la fleur l'organe de fécondation de la plante, ne prend pas garde à cette fin naturelle parce que il en juge suivant son propre goût. C'est-à-dire que les plantes, au-delà de leur intérêt botanique ou scientifique, ont un intérêt de beauté, un intérêt esthétique. Donc ça, c'est Jean-Marc Drouin qui l'a cité. Je viens de citer Jean-Marc Drouin. Donc, nous voyons que cette théorie des plantes, cette impression des plantes par la suite, est une technique qui vient de Florence, qui a été aussi utilisée par les Allemands et que Humboldt devait connaître très très bien, même si c'est Bonpland qui va le faire. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la plante, ils vont l'enrober d'encre noire et ils vont la graver, la presser contre une feuille blanche. Ici, nous sommes dans l'herbier de l'herbier national, l'herbier Jussieu, donc avec une de ces traces d'impression qui a été envoyée par Bonpland et Humboldt à Jussieu. La méthodologie, donc la méthodologie de ces publications, de ces ouvrages, donc nous l'avons vu, c'est un travail à trois mains. La première phase a été faite par Bonpland, un travail rigoureux. Humboldt qui a suivi le tout, supervisé, qui a écrit, décrit, corrigé, et Kunth, pareil. Kunth, c'était le disciple de Humboldt qui va terminer l'œuvre de Bonpland puisqu'il était trop occupé à la Malmaison. Ici, nous avons une belle page du cahier tenu par Bonpland, conservé à la bibliothèque du Muséum national d'histoire naturelle, où nous voyons sur la marge les petits dessins qu'il a pu effectuer pour décrire l'orchidée. Là, on est une Dendrobium longifilium. Et évidemment, tout est en latin. Décrit. La nomenclature, elle va être barrée, donc on voit souvent trois écritures, celle de Bonpland, celle de Humboldt et celle de Kunth. La nomenclature est celle utilisée en Asie, notamment pendant les voyages de Cook, et après corrigée par la suite. Donc nous avons ici l'herbier de l'Oncidium pictum et la photo que nous, on a pu prendre sur place. Voilà, la gravure. Ces belles gravures que je vais présenter tout à l'heure sont conservées à la bibliothèque Mazarine. C'est une des plus belles éditions produites par Humboldt. Donc, les publications. Les publications se font à trois mains. Là, nous sommes sur la publication des Mélestomacées. Donc, cet ouvrage a été conçu d'après un plan très vaste et pour lequel un grand nombre de matériaux se trouvaient réunis. Kunth le termina alors qu'il travaillait déjà
à la publication de Nova Genera Species Plantarum, qui a 7 grands volumes. Donc, Kuhn, il a fait vraiment un travail conséquent. On peut dire que l'herbier de plus de 19 les spécimens de Jean-Baptiste Lamarck, les collections dirigées par René Desfontaines au muséum, ont aussi facilité la révision des cahiers de bons plans. C'est-à-dire que toute la nomenclature de 1799, au moment où les publications sont réalisées, a évidemment changé. Donc, il faut corriger, il faut revoir et ainsi de suite. Le grand ouvrage de Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, compte 30 volumes, dont celui des Melastomacées, les 7 de Nova Genera Species Plantarum, etc. etc. Et Humboldt va noter une chose très intéressante où il va dire « Plus nous étudions la distribution des êtres organisés dans le monde, plus nous nous sentons incités à renoncer à cette idée de migration. L'identité des formes indique une analogie des climats, mais sous des climats analogues, les espèces peuvent être singulièrement distinctes. » Donc, c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il a posé les premières bases de l'écologie, parce qu'il a commencé à étudier ces distinctions. Et Kuhn, on va le voir, c'est lui qui a corrigé, c'est lui qui a révisé. Il a pris les impressions des plantes, il les a nommées, il les a confrontées aux cahiers de terrain, aux herbiers, pour pouvoir les classer d'une façon correcte. Ce travail se fait à la bibliothèque, au musée, c'est un vrai musée et un cabinet de curiosité tenu par Benjamin de Lesser, et c'est à lui qui est un homme politique, un collectionneur, un banquier, et c'est à lui que Kuhn va dédier les impressions de plantes. Nous voyons un petit peu, je vais m'arrêter rapidement sur ce fonds qui est très très riche, c'est le fonds Delesser, fondé, donc le premier, le noyau de cette collection. Ce sont les 8 lettres élémentaires sur la botanique adressées par Jean-Jacques Rousseau à la maman de Delesser, donc Madame Madeleine Bois de la Tour, qui, sa fille Marguerite, aimait beaucoup herboriser et à qui Jean-Jacques Rousseau a dédié cet ouvrage. Il faut préciser que les Delesser étaient aussi suisses. Et Benjamin Franklin fréquentait aussi cette bibliothèque ainsi que d'autres éminences. Donc, l'herbier et les impressions vont être dédiés à Delesser et en remerciement. Et le fonds, quand il va donner, il va faire le don de sa riche bibliothèque, vont être tout ce qui est botanique va être légué à l'Institut de France, tandis que l'herbier va partir en Suisse, dans son pays natal. Nous voilà donc avec l'édition de la Nova Genera Species. Je vais passer rapidement juste pour vous montrer la beauté de cet ouvrage en revenant sur le travail et la méthodologie. Donc, prise d'herbier en Amérique, études postérieures, correction par compte et publication de Humboldt. Voilà. Je passe juste pour le plaisir de voir, exactement. Comme on a dit, il y avait tous ces éléments chez les orchidées qui étaient classifiés dans un autre niveau, une autre classe que les autres plantes. Alors, évidemment, Darwin a été inspiré par Humboldt, même si Humboldt n'a pas lu la théorie de l'évolution, puisqu'il est né en 1800 et il est décédé en 1859, l'année de l'apparition de la théorie de l'évolution. Mais Charles Darwin a étudié les orchidées pour comprendre précisément cette histoire de reproduction et d'adaptation des plantes. Ici, donc en Colombie toujours, nous avons donc pu voir les lieux où ils ont été.
Là, par exemple, c'est le chute de Tequendama où Humboldt a aussi mesuré la profondeur de la chute. Il a expliqué à côté de la gravure le mythe des Indiens de la région de Cundinamarca. Il y a aussi les plantes qu'on a vues. Ici, c'est le pont d'Iconon. Ça, c'était un pont naturel qu'il a beaucoup aimé, surtout le son des oiseaux qui résonnaient par les roches. Donc, il note tout ça dans son carnet. Donc, ce n'est pas simplement mesurer les toises, la profondeur, mais ni étudier les plantes, mais c'est tout ce qu'il va sentir, qu'il va laisser dans ses journaux. Je vous invite à le lire, c'est aussi quelques images très, très belles de ce qu'on a pu voir. Donc ça, c'était une mission qui a été accompagnée par l'association Bogotana de Archibiología, le Muséum national d'histoire naturelle. La plante, donc là, le palmier, c'est le symbole de la Colombie, qui a été aussi largement décrit par Bonpland. Voilà l'équipe, quand on est parti. Le caracoli, qui va être aussi très, très richement décrit par Humboldt. Voilà. Et ici aussi, un exercice à deux. Donc, il va déjà à cette époque-là parler de l'importance du Palamos. Il faut savoir que l'année dernière, le Palamos a été nommé comme non seulement étant des lieux sacrés, mais d'une grande vitalité, importance pour la survie des eaux des sommets enneigés. Mais Humboldt l'avait déjà écrit, il l'avait déjà dit. Donc, à droite, vous avez l'écriture de Bonpland. Et à gauche, l'écriture de Humboldt qui va corriger, il va parler des frailejones et de l'importance de ces páramos. Ici, une très belle gravure de Goethe qui va faire un hommage à Gay-Lussac, grand ami de Bonpland aussi. Donc, Gay-Lussac qui montera dans son club, dans la montgolfière, à une hauteur aussi élevée que le Chimborazo. Donc, il va dire que c'est les deux hommes qui ont été le plus haut au monde à ce moment-là. Voilà, donc un détail donc dédié à M. de Humboldt par Goethe, 1807. Ici, donc, sa présentation de la géographie des plantes auprès de l'Académie des sciences. Donc, elle a été dédiée à Antoine Laurent de Jussieu et René Desfontaines, professeur du Muséum d'histoire naturelle. Et il faut toujours évidemment noter que c'est Alexandre de Humboldt et Aimé Bonpland. Et il indique bien que ça a été rédigé par le premier, puisque c'est lui qui va faire l'essai de géographie des plantes, c'est Lathurie qui va élaborer, tandis que Bonpland, il a tenu tous les cahiers. Et enfin, la dernière diapositive, donc tout le monde matériel, tout ce que nous savons aujourd'hui des phénomènes des cieux et de la terre, depuis les nébuleuses jusqu'à la géographie de la mousse qui croît sur les rochers de granit, voilà ce que j'ai l'extravagante pensée de concentrer dans un seul ouvrage, et encore dans un ouvrage qui, pour la vivacité de la forme, captive l'esprit et le cœur. Et ça résume très bien l'histoire de toutes ces études, même de l'abeille, de l'importance de l'agent qui va féconder la fleur et toute la vitalité, l'importance de cette nature. Et vraiment là, la dernière, c'est le frontispice du baron Gérard, où on voit l'Amérique rencontrant l'Europe avec Minerve et Mercure. Et c'est donc une rencontre heureuse, fructueuse et de correspondance. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bon, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Alors que nous sommes confinés, vous nous avez fait voyager dans des contrées extraordinaires et voyager dans les pas que vous-même vous avez suivis, dans les pas de ces explorateurs
Et je dirais dans cette promenade, c'est plus qu'une promenade, non, il y aurait beaucoup de choses à relever. Peut-être la première chose, c'est ce que je remarque, c'est l'ampleur de l'approche scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un botaniste, ce n'est pas seulement un géographe. En fait, Humboldt observe tout. Alors, il y a Bonpland, mais Bonpland, c'est plutôt le spécialiste de la botanique, et il fait un travail remarquable. On le voit d'ailleurs dans les documents que vous avez présentés, où il y a toutes les descriptions, toutes les identifications, et dans lesquelles comment dire, les observations de Humboldt viennent enrichir, mais il y a aussi ce regard qu'il porte. Quand on voit ces montagnes et puis il observe les différents étages de végétation, par exemple, il y a aussi ce fameux canal, cette idée d'essayer de remonter, de traverser cette partie de l'Amérique du Sud pour joindre l'équateur. Et en remontant, alors il y a des remontées de l'Orénoque, par exemple, des choses qui ont été. Il y a eu des explorateurs, même dans les années 1950, qui se sont perdus, qu'on n'a jamais retrouvés. Je crois que c'était Raymond Moffret, par exemple, qui s'était perdu, on n'a pas retrouvé. On a retrouvé ses carnets, mais pas lui. Donc, il y a là cette découverte, cette aventure, et la capacité de la restituer, et de la restituer de façon magnifique, avec cette description de ces plantes, etc. Alors, il y a une grande tradition. Il y a tous les redoutés, n'est-ce pas, qui ont laissé leur vélin au Muséum d'histoire naturelle, qui déjà ont fait un travail remarquable. Et c'est là où la science et l'art se rencontrent, et où l'art est si important pour comprendre les apports et décrypter la science. Alors, il y a aussi un autre enseignement de tout ça, si je puis dire. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que ces deux personnages, alors Humboldt est le plus connu, donc vous avez axé un peu votre exposé là-dessus, mais le rôle de Bonpland est considérable. D'ailleurs, tous les ouvrages publiés, parfois on met Bonpland avant Humboldt, ce qui montre qu'ils étaient d'une certaine façon très complémentaires, mais ils sont tous les deux des habitants, des résidents de longue date du 6e arrondissement. Et sur notre arrondissement, si vous nous rappelez quelque chose, c'est que c'est dans cette capitale, Paris, où l'on a des quartiers des affaires, des quartiers du pouvoir, des quartiers de la religion. Eh bien, aussi le 6e arrondissement, c'est le quartier de la science. Et ça, c'est important, finalement, voilà un bel exemple d'une meilleure connaissance de notre arrondissement, une illustration des meilleurs qui en sont sortis pour découvrir le vaste monde. Merci encore infiniment de cette découverte. Et puis, ce que je veux dire, alors, nous ne sommes pas encore tout à fait au point pour pouvoir engager un dialogue, mais s'il y a des questions, je le regrette, que l'on nous excuse, nous essayons de progresser de conférence en conférence, et donc c'est pour ça que, en vous remerciant, je vous donne aussi rendez-vous pour le mois prochain, je dis bien le mois prochain, au mois de février, pour la conférence donc sur les autographes. Voilà. Merci bien et bonne soirée à tous. Merci. Alors, arrêtez. C'est ce qu'il nous dit. C'est ça.